Bonjour Navladi, merci d'avoir accepté de participer à notre petite entreprise qui nous occupe dans le confinement. Nous avons lancé une petite chaîne de télé qui s'appelle PJ TV. Et merci d'accepter de répondre à des questions. Nous vivons une époque tout à fait étonnante. Que pense-t-on de nous sommes le 29 avril 2020. Que pensez-vous? On pense le 29 avril 2021, ce qui est en train de se passer en ce moment. Je encore à peu près, peut-être pas au même confinement, bien sûr. Problème, parce que c'est un problème mondial. C'est la première fois que l'humanité entière reçoit un coup de ponce de la terre, de la nature. Et on aurait dit, par exemple, que les dieux de la nature se sont fâchés. Ils en ont marre de vous, les humains. Non, je pense qu'il n'y aura pas, malheureusement, pas beaucoup de... Il y aura beaucoup de drames, certainement, puisque je pense que beaucoup de gens vont perdre complètement, non seulement la vie, ce qui est quand même le cas pour beaucoup du monde entier, mais vont perdre aussi leur travail et leur possibilité de s'exprimer. Je parle pour les artistes, par exemple. Mais je pense que c'est dû aussi au fait que l'humanité a trop voulu gagner de l'argent, gagner sur la terre. Elle a envahi la terre, elle a abattu les forêts, elle a mis en esclavage les gens des contrées lointaines. Et tout ça se retourne un peu contre nous maintenant. Donc je pense qu'il faudrait que l'humanité réfléchisse, et ça sera une bonne raison, en restant chez soi, de réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on doit faire maintenant pour réparer tout ce qu'on a détruit en réalité. Ce que vous dites là me rappelle la première et seule fois où nous nous sommes vus. C'était sur le plateau de l'émission de Frédéric Tadei qui s'appelle Ce soir ou jamais. Et alors que nous étions assis côte à côte, et alors que je disais déjà des horreurs, vous me souffliez à l'oreille des choses encore plus radicales à dire. Ça me disait énormément. Mais en même temps, j'étais aux anges. Je me disais, c'est Marina Vladi qui me souffle dans l'oreille, n'est-ce pas merveilleux? Alors oui, effectivement, une très drôle d'époque que nous vivons. Non, là, je voulais ajouter quelque chose, par exemple, qui peut donner un petit sourire dans notre conversation, c'est que nous avons occupé avec le droit au logement, le DAL, un immeuble en février, et les gens que nous avons logés là-bas, familles avec enfants, qui vivent dans la rue, du coup, ils sont aussi confinés dans cet immeuble. Ils continuent à être protégés, à pouvoir vivre au chaud et avec de la lumière et de l'eau, et d'être chez eux d'une certaine façon. Et je pense qu'après tous les procès qui ont eu lieu et tout ça, l'immeuble va être non plus consacré à faire un hôtel de luxe, mais des logements sociaux. Donc je suis très heureuse pour tous les camarades du DAL, dont je fais partie depuis une quarantaine d'années. Et voilà, c'est une petite victoire, toute petite, mais c'est quand même pas mal. C'est une vingtaine de familles qui sont logées. J'ai préparé quelques questions et votre engagement apparaîtra, j'en suis sûr, à tous les niveaux, que nous parlions de votre carrière d'artiste ou d'actrice de théâtre et de cinéma, ou quand nous parlerons de choses dont vous avez parlé dans des livres qui sont des récits souvent autobiographiques. Mais je voudrais vous poser quelques questions quand même. Là, il y a quelque chose qui a sauté. Hein? Non. Je ne vous voyais plus. Allez-y. Non, c'est pas grave. Tout ça est assez improvisé. Oui. Je voudrais commencer quand même par vous poser quelques questions sur l'actrice, sur le théâtre, sur le cinéma, sur le fait de se trouver comme cela à un endroit où tous les regards convergent vers soi. Cela donne certainement certaines certitudes sur la personne qu'on est. Cela doit réveiller certains doutes et cela doit aussi être, je le sais, ne serait-ce que d'être conférencier à l'occasion, ça donne une certaine jouissance. C'est quoi, en fait, d'être comme ça, avec tous les regards qui convergent sur vous? Pour moi, c'est tout à fait naturel, puisque je suis née sur scène. Ma mère était sur scène enceinte de moi.
Mon père chantait l'opéra à côté de moi quand j'étais dans le ventre de ma mère et j'ai commencé à faire partie des spectacles familiaux à 2 ans et demi. Donc, la scène, c'est ma maison. Je ne serais pas du tout ennuyée d'être enfermée dans un théâtre, par exemple, maintenant. Je m'amuserais plus sûrement qu'ici dans mon appartement. Mais enfin bon. Et non, j'ai un plaisir certain à sortir dans la lumière, surtout au théâtre. Je parle du théâtre parce que mon métier, c'est le théâtre. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec des gens magnifiques et j'ai écrit tout un bouquin d'ailleurs sur les souvenirs d'acteurs et de metteurs en scène merveilleux. Mais disons que mon vrai métier, c'est le théâtre. Or, sortir sur scène dans la lumière, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une terreur, mais c'est aussi un plaisir magnifique auquel je tiens beaucoup. Le récit, vous l'avez quand même appelé 24 images par seconde, ce qui est du cinéma plutôt que du... Ah oui, non, non, mais là, ce sont mes souvenirs d'actrice de cinéma, bien sûr, plutôt. Quand vous aviez 2 ans et demi et que vous jouiez, était-ce en français ou en russe? Ben, je chantais des romances russes, je chantais des petits arias d'opéra français, italien. Je chantais beaucoup. Mon père était chanteur d'opéra, donc il m'a mis sur scène très, très jeune. J'avais un petit soprano colorato. Non, je chantais en français, en russe, enfin, et je jouais, oui, des petits sketchs en russe plutôt, effectivement. Oui. Je vous ai vu, je vous ai regardé récemment dans l'Auvergnat de Brassens, ça c'était en... Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 c'était splendide. Mais les sœurs Poliakov, ça c'était en russe. ah oui, on a fait 3 disques qui ont eu le prix d'ailleurs de l'Académie Charles Cros, entre parenthèses. On a fait des disques de chansons russes, de chants russes, oui. Et moi, j'ai chanté les chansons de Vysotsky en russe aussi, de mon mari, poète russe, Vladimir Vysotsky. Donc, j'ai fait pas mal de disques, oui. Vous avez aimé jouer Tchekhov et vous avez d'ailleurs appelé un de vos livres, un récit, vous l'avez appelé Masserisé. Oui. Ces auteurs. Alors, c'est mon auteur préféré comme auteur et comme dramaturge, comme théâtral. Enfin, auteur théâtral, c'est mon préféré. J'ai adoré jouer Les Trois Sœurs, j'ai adoré jouer La Cerisay, bien sûr. J'ai intitulé mon livre Ma Cerisay parce que ma grand-mère maternelle avait une immense cerisay. Et elle était aussi une famille comme ça de nobles, de petits nobles de province, très, très en avance sur leur temps et qui ont été balayés par la Révolution alors qu'ils étaient tout à fait d'accord avec un changement de régime en fait. Donc j'ai écrit tout un livre sur la destinée de ma mère qui a vécu sortant du Smolny, qui est l'internat des jeunes filles nobles. À 18 ans, elle s'est retrouvée dans la rue et dans la guerre civile et la révolution et la guerre civile surtout. Et elle a perdu sa mère pendant cette époque. Et donc, tout ce qu'elle a vécu, je l'ai raconté dans ce Ma Cerisay, qui est en fait le récit de la vie de ma mère. Voilà. J'ai grandi, moi, quand j'étais enfant, dans 2 langues. Ma langue maternelle, c'était le néerlandais, ma mère était hollandaise, et quand papa rentrait à 7 heures du soir, toute la famille se mettait à parler français, mais tout le reste de la journée, on parlait de néerlandais. Et là, j'ai découvert, enfant déjà, que j'étais 2 personnes distinctes. Il y avait des choses que je pensais en hollandais et des choses que je pensais en français, et ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose parce que la langue est différente, parce que c'est tout à fait autre chose. Et entre cette langue germanique et une langue de type latin comme le français, c'était 2 types de personnalités qui émergeaient. Ce n'était pas de la schizophrénie, mais je m'aperçois que dans certaines circonstances, comme d'ailleurs ma mère, qui pouvait passer assez facilement du français au hollandais, mais selon les circonstances, choisissait, préférait une langue par rapport à l'autre. Alors, la question que je vais vous poser, c'est Dostoïevski, Tchekhov, Gogol, Gorky, Tolstoï. Est-ce qu'ils auraient pu être français? Mais bien sûr, puisque c'est universel. C'est Maupassant, très proche de Tchekhov pour moi, par exemple. Chateaubriand, Balzac, enfin, ce sont des auteurs universels. Alors évidemment, la langue est particulière chez certains, avec des thèmes particuliers, ça c'est autre chose. Ce sont des personnalités différentes. Mais je ne pense pas qu'ils aient... Non, ils auraient pu être russes, tous, ou français, tous. Je veux dire, c'est pas le problème de la nationalité, c'est un problème de sensibilité. Or, ce sont de grands artistes, en réalité, des grands créateurs, tous. Et la langue ne vous conduit pas quelque part en particulier? Mais si, par exemple, je parle à mes animaux toujours en russe. Ah, voilà. Dans un petit baragouin russe, en fait. Je parle le russe comme le français, naturellement, mais j'invente des petits mots doux, mais c'est en russe.
Oui. Par contre, peut-être que l'italien, parce que mes sœurs et moi, on parlait plusieurs langues. On était, comme maman disait en rigolant d'ailleurs, troglodytes. Mes, mes filles sont troglodytes, voilà, pour dire polyglotte, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, on avait toutes plusieurs langues, anglais, italien. Enfin, moi, je parle italien comme le français, puisque j'ai vécu en Italie très souvent et j'ai tourné une trentaine de films en Italie. Donc, et puis le russe, naturellement, qui est ma langue maternelle, que j'ai en plus reconquise en quelque sorte en me mariant avec un poète russe et en vivant 12 ans en Union soviétique. Donc tout ça, c'était une période où je ne parlais que russe et j'écrivais et je lisais en russe, etc. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on dit, les mots d'amour, peut-être ça viendrait plus facilement en russe aussi. C'est l'enfance, c'est la tendresse, c'est l'amour paternel magnifique que j'ai eu avec mon père, extraordinaire, un amour magnifique et trop bref, malheureusement. Je ne sais pas si, comme moi, vous attachez une attention particulière aux coïncidences qui se présentent. Il y a quelques années, j'étais invité à Ostende pour faire une conférence et je dis où est-ce que je peux aller manger. On me dit allez à tel restaurant et je m'assieds. Et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'il y a une photo derrière moi. Il y a un grand portrait juste à l'endroit où je suis. Je vois que c'est une photo d'une personne assise à l'endroit où je me trouve. Et ça date de, je ne sais pas, 1935, quelque chose comme ça. C'est Stefan Zweig. Et je me dis, c'est formidable, c'est formidable. Et autre chose, et là c'est la transition avec la question suivante, c'est que voilà un livre, ça s'appelle LA Exile. Et c'est un livre, le sous-titre, c'est donc un guide au Los Angeles des écrivains exilés. Et j'achète ça parce que voilà, il y a des choses très intéressantes. Et il y a des photos, et chaque fois une photo de l'endroit où la personne a habité. Et je vois pour Bertolt Brecht, je vois la maison où j'habitais 5 ans à Santa Monica. Alors, du coup, vous vous sentez en famille, c'est ça que vous voulez me dire? Je me sens un peu en famille. Enfin, Stefan Zweig, Brecht, ce sont de beaux compagnons de route quand même. Je pense que vous pensez peut-être comme moi au film Les ailes du désir où il y a cet ange qui est sur vos épaules et qui vous regarde en train de faire des choses. Et en fait, non, sa maison est sur la rue, la 26e rue de Santa Monica et moi j'habitais à la 17e. Mais il est clair que ce sont les mêmes maisons qui ont été faites à la même époque. Pourquoi est-ce que je parle de Brecht? Parce que je pense à ce film que vous avez fait avec Godard, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, et en y réfléchissant, en y pensant plusieurs années plus tard, je me dis, ah oui, bien sûr, Brecht. Et là, en le regardant à nouveau avant-hier, je m'aperçois que la première chose que vous dites dans ce film, c'est parler comme des citations de vérité. C'est le père Brecht qui disait ça. Alors, le cinéma... C'est pas moi qui parle, je vous signale, c'est Godard. Hein. Bien entendu. Dans ce film, je vous coupe, dans ce film, nous avions une oreillette et on disait un texte qu'on n'avait jamais eu avant, puisqu'on n'avait pas de scénario. Et on disait un texte que Godard nous chuchotait dans cette oreillette. Ah, d'accord. On répétait comme des robots, ce qu'il a dit d'ailleurs, les acteurs sont les meilleurs robots. Voilà, et donc on était un peu subjugués à écouter ces textes qui étaient assez littéraires, assez compliqués, alors qu'on était en train de boire une tasse de café dans un bar ou un truc comme ça, vous voyez, c'était assez rigolo. C'était un tournage magnifique et j'en garde un très beau souvenir. C'est un de mes films préférés, je le présente très souvent dans les cinémathèques, dans les réunions, dans les festivals. Voilà, et c'est un grand plaisir d'avoir été si proche ami de Godard. Malheureusement, nous nous sommes perdus de vue après la fin du film, pour des raisons différentes que j'ai décrites dans un bouquin, mais je ne vais pas les dire comme ça à la télévision, ça ne regarde que moi et mes lecteurs. Mais voilà, et donc c'est un film que j'aime beaucoup et qui est un très beau film, qui est un film extrêmement, comment dirais-je, moderne, il est d'époque. Tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il soulève comme problème, nous les avons en même temps, exactement les mêmes en ce moment, dans les grands ensembles. Et c'est un film très, très, très présent et très moderne, qui est resté tout à fait moderne. Voilà. Et ce style de Brechtien de citer des vérités, souvent avec un acteur ou une actrice qui se trouve seul sur la scène
et qui dit, fait des déclarations comme Mère Courage. C'est un style didactique qui permet de faire passer des messages. Mais est-ce que ce n'est pas un style qui passe très difficilement maintenant? Je dirais déjà chez Godard, ça choquait quand même déjà à son époque. Ça choquait, mais en tout cas, ça éveillait un peu, ça choquait dans le sens, ça secouait les gens, et ça secouait la tête des gens, et ça secouait leur cerveau, ça leur permettait de réfléchir. Et je vous assure que quand je présente ce film et qu'il y a une discussion après la présentation, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un cinéma près de chez moi, qui est un très beau cinéma d'ailleurs, et à Ivry, et on a eu un débat qui a duré 1h30, parce que le public était complètement pris dans cette espèce de discussion où on apprend à se contredire peut-être, oui, à être pas d'accord, à gueuler, mais c'est formidable. C'est ça qui est intéressant dans son cinéma d'ailleurs. Avec Juliette Berthaud et Annie Dupéré, voilà, un trio d'artistes, d'actrices tout à fait impressionnant. Ah oui, magnifique. C'était les débuts de Annie Dupéré. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas regardé, mais on a l'impression que c'est un de ses premiers rôles. Sans doute. C'est son premier film, ça je peux vous le dire. Oui. Ah d'accord, très bien. Ouais. Enfin, c'est son premier rôle important, quoi. Vous avez fait allusion à vos parents, vous avez parlé de l'aristocratie. Vous n'avez pas parlé du fait qu'on les situe comme anarchistes. Mon père, oui. Oui. Mon père, tout à fait, puisqu'il est parti de Russie en 1915. Il s'est engagé dans l'armée française comme pilote pour faire la guerre pour l'égalité, la fraternité et la liberté, naturellement, en premier lieu, la liberté. Donc oui, il était ce qu'on appelait à l'époque plutôt un homme, oui, anarchiste, libre en tout cas. Est-ce que c'est un atout pour un enfant d'avoir des parents comme ça? Ah mais absolument, puisqu'il n'y avait pas de tabou, on parlait de tout, on parlait politique, on parlait sport. Il m'a fait faire de la boxe parce qu'il espérait avoir un fils. Bon, il a eu une fille, mais que je suis assez viril quand même, donc j'ai fait de la boxe et je discutais avec lui d'égal à égal. Et il nous a toujours laissé une grande liberté de pensée et de lecture. Par exemple, vous parliez de Stefan Zweig. Eh bien, j'ai lu Stefan Zweig quand j'avais 9-10 ans. J'avais droit, dans la bibliothèque familiale, de lire ce qui me tombait sous la main, en fait. Et comme la bibliothèque n'était pas très fournie, parce qu'on était très pauvres, mais elle était très intéressante, passionnante même. Donc voilà. Vous avez fait allusion au fait que vous n'avez pas de fille et en laissant percevoir un certain regret. Est-ce que vous pensez à la personne qu'elle aurait pu être? Écoutez, j'ai un regret, bien sûr, de ne pas avoir eu de fille, parce que avoir une fille quand on a mon âge, par exemple, c'est peut-être plus... ça facilite un peu mieux la vie que d'avoir que des garçons. Moi, j'ai 3 fils qui sont des vieux messieurs maintenant, presque. Mais je regrette de ne pas avoir eu de filles. Bon, mes sœurs en ont eu chacune 3 ou 4, donc ça va. J'ai plein de nièces et merveilleuses et de petits-enfants surtout. Moi, j'ai une petite fille que je ne vois pas beaucoup, malheureusement, parce qu'elle vit à l'étranger, donc on ne se voit que très rarement. Et là, en plus, ils sont confinés aussi. Donc oui, j'aurais pu avoir une fille et elle aurait peut-être été... Vous savez, mes garçons sont des artistes, hein, tous, pratiquement. J'en ai un qui était acteur et peintre et dessinateur. On voit ses dessins au-dessus de moi, là, tout en haut. Et mon deuxième fils est guitariste classique, Pierre Rossen. Donc Igor Rossen, mon premier fils, Pierre Rossen, mon deuxième fils, est guitariste classique et il est magnifique musicien. Et mon troisième fils est plutôt un artiste de l'aventure, voilà. Vladimir Brouillet, qui vit à Tahiti, qui est à Tahiti, avec lequel je corresponds grâce à cette machine, grâce à laquelle nous pouvons avoir cette interview, parce que je lui parle tous les jours au téléphone et je le vois sortir de l'eau ou me montrer ses gros poissons qu'il a pêchés. Enfin, c'est magnifique. J'ai pensé tout à l'heure à un livre, je le montre, c'est un livre de 1951. Ça s'appelle The Disappearance et c'est de Philip Wiley. Et c'est un livre dont l'argument est résumé juste avant le bas de la page. Tout à coup, pour les hommes, il n'y avait plus de femmes.
tout à coup, pour les femmes, il n'y avait plus d'hommes, la disparition. Et c'est un livre assez amusant parce que son message, c'est que dans un monde où tout à coup les hommes et les femmes sont séparés, on va tomber dans un monde relativement idyllique du côté des femmes et la guerre va détruire immédiatement les hommes qui ne pourront pas s'empêcher dans un univers où il n'y a plus de femmes de se détruire les uns les autres. Mais d'une certaine manière, le livre quand même, de manière assez humoristique, nous montre un monde assez simplifié par rapport à certaines difficultés que nous rencontrons dans le nôtre. Est-ce que le monde serait plus simple ou beaucoup plus difficile si les hommes et les femmes vivaient chacun dans un monde différent? Mais il n'y aurait plus de monde, tout simplement. C'est impossible, en tout cas pour l'instant. Il n'y aurait plus de monde, il n'y aurait plus d'humanité, elle s'étiolerait, elle disparaîtrait. Et peut-être que la Terre serait enfin contente et pourrait pousser un grand soupir de soulagement en se disant ces petites personnes à deux pattes nous ont enfin libérés, on peut enfin circuler normalement et vivre sans frontières et sans guerre, justement, et sans... Non, non, j'y crois pas du tout à ça. C'est marrant d'écrire un truc comme ça, oui. Mais il n'y a pas que des avantages. On le voit en ce moment que pratiquement dans tous les pays, indépendamment des cultures, que les violences domestiques augmentent dans un environnement quand il y a justement... C'est normal. Écoutez, excusez-moi. Je ne sais pas comment vous êtes, dans quel appartement, dans quel genre d'appartement vous êtes. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand appartement et un jardin en plus. Ce qui me permet de jardiner, de faire ma pelouse ou de planter mes tomates si j'ai envie. La majorité des gens vivent dans des tout petits appartements. Et quand on a 2 petites pièces avec 3 gosses qui chialent toute la journée, je ne dis pas qu'il faut les taper. Je suis naturellement complètement contre la brutalité faite aux femmes et aux enfants. Enfin, je suis naturellement contre et je trouve ça épouvantable. Mais il faut comprendre que les gens sont poussés aussi dans leur retranchement. Parce que rester enfermé pendant des semaines dans un tout petit lieu qui en plus où il n'y a aucune possibilité d'aller se promener, d'aller évacuer toute cette violence, bon, c'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, je pense très souvent, je voulais en parler parce que ça fait partie quand même de mes grands combats, de tous les gens qui sont actuellement dans la rue ou dans les frontières où on les a parqués dans des camps. Et ces gens-là, ils souffrent encore plus que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils souffrent d'abord d'être enfermés dans ces camps ou dans ces frontières ou dans ces lieux où on les a mis, on a parqué des gens qui étaient dans la rue, dans des gymnases ou des choses comme ça. Mais en plus, ils sont malades. Ils sont souvent très malades déjà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de victimes aussi dans ces populations-là. Et je pense à eux beaucoup. Oui. Je n'aime pas les mots optimistes et pessimistes, essentiellement parce qu'on n'arrête pas de me poser la question, mais votre représentation de la vie paraît une représentation joyeuse. Et, oui, bien sûr. Oui, mais nous traversons quand même, chacune, nous traversons des tragédies dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Automatiquement. Quand on y pense plus tard, après, à ces tragédies, est-ce qu'il faut les détester, les haïr, ou bien faut-il les chérir? Mais ni l'un ni l'autre, on les subit, c'est tout. On les subit et on résiste ou on ne résiste pas. Moi, j'ai résisté à la mort de tous les miens, pratiquement. Donc, je suis extrêmement souvent en deuil, mais je lutte en me disant que tant que moi, parce que j'ai frôlé la mort plusieurs fois dans ma vie. D'ailleurs, je l'ai écrit dans certains de mes bouquins. Et je me dis que puisque la mort m'a épargnée, je dois continuer à vivre, ne serait-ce que pour parler justement de ceux que j'ai aimés et penser à eux et continuer à les faire vivre à travers moi-même. Donc voilà, j'ai subi des deuils, énormément de deuils, mais je continue à m'accrocher, à essayer de faire des belles choses dans mon métier, et dans mes métiers, puisque j'ai quand même plusieurs métiers. Pour l'un des vôtres, on a pensé à nommer une planète en son nom. Ah, on l'a nommée. On l'a nommée. Il y a une planète, Vlad Vysotsky, que j'ai vue passer, d'ailleurs on me l'a montré. Que penseriez-vous qu'on appelle une planète Marina Vladi ou bien Catherine Marina de Polyakov-Baïdarov?
Mais écoutez, j'ai pas apporté autant à l'humanité que Vysotsky, qui est un grand poète, qui est le grand poète du XXe siècle en Russie quand même. Moi, je suis une actrice connue. Bon, j'ai eu mon heure de gloire, ça va très bien, je suis contente. J'ai fait des très beaux films. J'ai écrit de beaux bouquins aussi et tout va bien. J'ai pas besoin de ça, non, pas du tout. Alors vraiment, là, pour le coup, ça serait tout à fait immérité. Modeste en plus de joyeuse. Ah, pas du tout, je suis pas modeste du tout, puisque je vous dis, j'ai eu mon heure de gloire, j'ai eu des prix, j'ai été fêtée, j'ai été même, on peut dire, adulée d'une certaine façon par le public. Au théâtre surtout, j'ai eu des grands succès et des grandes joies, des grands bonheurs, des grandes jouissances, comme vous m'avez posé la question au départ de notre conversation. C'est une grande jouissance de sentir que le public a pleuré ou a ri ou vous a suivi, c'est merveilleux. Mais bon, à part ça, c'est une planète, non? Sincèrement. Une comète alors. Comment? Une comète dans ce cas-là. Oh ben une comète, c'est encore plus voyant, oui, c'est voyant une comète, ça se regarde passer, oui. Voilà. La comète de Halley, la magnifique, qui se balade avec une chevelure magnifique, oui. Quand nous avons commencé à parler, vous avez immédiatement évoqué certaines de vos actions militantes, votre engagement dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie pour une société comme celle qui nous entoure aujourd'hui quand des citoyens ordinaires, qui ne sont pas des figures politiques à proprement parler, se disent un jour ou l'autre qu'il faut se tourner vers la désobéissance civile pour faire passer un message? Qu'est-ce que ça dit sur une société? Eh ben c'est ça, c'est la révolution. C'est quand il y en a marre et qu'il faut faire changer le régime. Et ça existe, ça a existé dans l'histoire de l'humanité de tout temps. C'est à un moment donné, ça va plus. Et quand ça ne va plus, et là tout d'un coup, en plus, en ce moment, ça ne va plus, et ça ne va plus d'une façon qui ne vient pas de l'humanité, mais qui vient d'un virus qui a arrêté complètement, à stopper la planète. C'est extraordinaire. Ce qui se passe en ce moment est extraordinaire, vraiment. Parce que c'est pas le fait d'un pays, c'est l'humanité entière qui est arrêtée et qui doit se poser la question. Quand j'ai dit que c'était un coup de semonce, c'est exactement ça. Il faut que les gens réfléchissent à qu'est-ce que ça va être demain. Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette situation qui est tout à fait inattendue provoque quelque chose qui soit justement une forme de révolution. C'est un petit virus révolutionnaire, voilà, qui a stoppé la planète et tout le monde doit réfléchir. À la décharge d'un dirigeant me faisant l'avocat du diable, je dirais peut-être, mais toutes les situations dans lesquelles se trouvent les êtres humains sont-elles solubles par définition? Tant que la vie continue, on trouve une solution, bien sûr. Je ne vois pas la question. Qu'est-ce que vous me posez comme question exactement? Parce que c'est un peu abscon. Je vais être un peu plus précis. Ouais. Un peu plus précis. Le manifeste des 343, est-ce que ça ne veut pas dire que dans la destinée humaine, il y a des choses qui sont pratiquement insolubles ou insolubles? Mais justement, c'est une solution qu'on a réclamée. C'est le droit à avorter pour les femmes qui ne pouvaient pas avorter, parce que c'était interdit. Et les femmes qui allaient se faire avorter, c'était celles qui avaient le fric pour aller en Angleterre ou ailleurs. Donc c'était on proposait simplement que les femmes puissent savoir ce à quoi elles ont le droit, c'est-à-dire de choisir d'être mère ou pas à un moment donné de leur vie. Donc c'est quelque chose que nous avons obtenu, effectivement, et qui est une très grande victoire et qu'il faut d'ailleurs continuer à défendre. Je vous signale que j'ai fait un film dernièrement avec tout un groupe de femmes qui s'appelle Lettre à Noémie, que nous avons projeté d'ailleurs juste avant la fermeture des cinémas, avec le très beau film de Woman de Yann Arthus Bertrand. Et ce film est une lettre d'une grand-mère que je suis, c'est moi qui joue la grand-mère, qui écrit à sa petite fille pour lui expliquer qu'il ne faut absolument pas oublier tous les combats que nous avons menés pour qu'elle puisse vivre comme elle vit actuellement. Et que tout ce que nous avons gagné est en train d'être petit à petit grignoté par des gens qui veulent retourner en arrière et enlever les droits des femmes. Que les femmes ont acquis en luttant très longtemps et très durement.
Voilà, donc c'est un film qui essaye d'éveiller la conscience des jeunes filles, des petites jeunes filles qui ont 13-14 ans maintenant et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont nées avec des droits que nous avons obtenus de grandes luttes. Voilà. J'avais très prudemment dit, quitte à me faire l'avocat du diable. Ouais. Mais vous m'aviez poussé dans mes derniers retranchements. Avec un peu de recul, parce que vous parlez de vos petits-enfants, j'en ai aussi. Arrière-petits-enfants. Arrière-petits-enfants, j'en aurais peut-être. Eric, mon arrière-petit-fils, qui a 10 ans. Avec le recul que cela donne, et d'une vie extrêmement bien remplie, parce que voilà, vous avez fait effectivement des tas de choses, vous avez écrit, vous avez raconté des récits, vous avez chanté, vous avez été actrice sur la scène et au cinéma. Avec le recul que cela donne, est-ce que la foi permet de déplacer les montagnes? Mais la foi, à quel genre de foi faites-vous allusion? Si c'est une foi mystique, je ne sais pas, je ne suis pas croyante. Le fait de croire en soi-même. Ah ben bien sûr, mais ça c'est la première des choses. Si on ne croit plus en soi, on est foutu pratiquement. C'est pour ça que l'éducation dont je vous parlais, qui était une éducation sans tabou, extrêmement libre, avec possibilité de discuter de tout avec les parents, par exemple, c'est très important. Ça donne justement une colonne vertébrale qu'on garde toute sa vie. Et c'est très important. Mais la foi chrétienne, la foi bouddhiste, la foi, toutes les foi, toutes les croyances qui aident l'humanité, moi je les envie beaucoup parce que quand je perdais mes maris ou mes sœurs, enfin ma famille, ma mère, etc., mon père surtout, j'aurais adoré pouvoir prier. Mais bon, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas. Je crois à la terre, je crois plutôt comme ma grand-mère tatar, justement, dont je parlais. Je crois plutôt à la nature et aux arbres et aux animaux, etc. Et à la vie. Donc oui, on peut croire à la vie et avoir beaucoup de force en croyant à la vie. Ce qui est, je pense, mon cas. Merci Marina Vladi d'avoir partagé ces moments qui ne sont pas... Je voulais dire un tout petit mot. À part le DAL auquel je participe depuis 40 ans, j'ai aussi des amis qui ont une organisation qui s'appelle Mano Tesa, qui aide les prisonniers corses qui sont loin de leur famille, enfin qui aide surtout les familles d'ailleurs, qui sont loin de leurs prisonniers. Et ben, je voulais les saluer et leur dire que j'espère qu'ils sont un peu aidés parce qu'en ce moment c'est très difficile pour tout le monde. Voilà. Merci. Un petit rajout. Très bien. Merci. Ce que vous nous apportez, plutôt que de l'optimisme ou du pessimisme, c'est votre joie. Et je crois que ceux qui nous verront verront leur confiance, qui est très ébranlée en ce moment, verront leur confiance monter d'un cran. Et ne serait-ce que pour ça, je vous remercie d'avoir partagé un peu de votre temps. Mais j'espère que ça donnera du courage et un petit intérêt et que ça aidera les gens qui ont beaucoup de travail et beaucoup de difficultés dans leur métier, comme les médecins et surtout les infirmières, les aides-soignants, enfin tous ceux dont on parle beaucoup. Et je pense à eux aussi, et je pense surtout aux gens qui sont isolés dans leur maison et qui sont âgés et isolés comme moi, et parce que j'ai quand même passé 80 maintenant, largement. Et donc je pense à eux beaucoup avec tendresse. Voilà. Merci à vous et j'espère à bientôt dans le vrai monde. Espérons. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez m'envoyer cette...